Nous allons accorder la parole à l'honorable Ben Brian, qui est analyste politique et économiste. Il a omis de dire qu'il est expert en communication, c'est pour ça il a aussi plusieurs autres casquettes. Et donc, nous allons l'inviter pour nous entretenir sur jeunesse et guerre numérique. Comment est-ce que les réseaux sociaux peuvent nous permettre de contrer l'agression dont nous sommes victimes? Vous avez la parole pour introduire votre sujet. Honorable Président, honorable membre du bureau, messieurs, mesdames, honorable Auguste Assemblée, je vous salue. Je remercie le bureau du Parlement des étudiants de me faire l'honneur de pouvoir me placer comme intervenant aujourd'hui, et c'est un sujet qui est très important. Vous l'avez dit, je suis consultant en communication, je suis acteur politique, je suis analyste politique, mais je suis aussi analyste économique, donc je ne vais pas dire que je suis à l'aise avec les sujets que je vais aborder maintenant, mais je vais dire que c'est une question qui me préoccupe au plus haut point. Et donc, j'espère que les honorables étudiants, maintenant qu'on est un peu dans le frais, vont tirer le plus grand, ou alors la plus grande attention à ce que je vais devoir dire. Alors, jeunesse et guerre numérique, est-ce que les réseaux sociaux peuvent être une arme stratégique pour contrer la désinformation et la division? Oui. Parce que nous sommes en train de faire face à une vraie guerre. La guerre, elle est sur le champ, la guerre, elle est militaire, mais la guerre, elle est aussi numérique. Et l'honorable Koulambe Rabi qui m'a précédé disait tantôt que l'ennemi veut aussi nous envahir. Après avoir pris nos terres, il veut maintenant envahir nos esprits, envahir nos têtes. Vous êtes pour la plupart ici peut-être affiliés aux médias sociaux, vous avez peut-être suivi la polémique vaine et macabre qui a eu la semaine dernière. Ça veut dire qu'il y a eu une sorte de divisionnisme qu'on a voulu mettre en avant. On nous a fait passer, nous les Quinois, parce que moi je suis un Quinois, un vrai Quinois, un Mwana Lemba d'ailleurs pour ceux qui le savent. On nous a fait passer, nous Quinois, pour des tribalistes. On a dit qu'à Kinshasa, on s'attaque maintenant aux swahiliphones. C'était faux, c'est faux, et ça restera faux. Mais simplement, c'était la stratégie de l'ennemi. C'était la propagande de l'ennemi. L'honorable Koulambe qui m'a précédé, l'honorable Rabi a précisé qui est notre ennemi aujourd'hui. C'est connu, c'est un secret de polichinelle. Notre ennemi aujourd'hui s'appelle le Rwanda. Et nous saluons la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a été adoptée hier, à l'unanimité d'ailleurs, laquelle résolution confirme ce que nous savons déjà depuis toujours, que c'est le Rwanda qui nous agresse. Et cette résolution met un accent particulier sur le fait que le Rwanda doit retirer ses troupes et que le 1,23 aussi doit retirer ce que moi j'appelle des chiens des Pavlov de Kagame, doivent être retirés justement de nos territoires. Et cette résolution, elle est importante parce qu'elle va couper court à tout ce qui est propagande rwandaise depuis des siècles, on va dire. Kagame a dépensé plus de 2 millions de dollars pour son armée numérique. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, pour moi qui suis un peu actif sur certains d'entre les réseaux sociaux, vous allez voir qu'il y a des comptes dédiés, des comptes qui ne parlent que de ça, qui ne parlent que de la guerre, qui ne parlent que de la présence de FDLR au Congo. Mais que font le FDLR au Congo? Comment sont-ils arrivés au Congo? Les FDLR qui sont au Congo sont-ils plus nocifs pour le Congolais ou pour le Rwandais? À quand remonte la dernière fois où nous avons appris une mouche rwandaise a été tuée par un FDLR? Quand? C'est même le Congo qui est en danger. Et alors, on nous dit que les FDLR sont au Congo, et donc que la guerre d'agression que nous mène Kagame depuis de longues décennies maintenant, cette guerre d'agression, c'est pour déloger les FDLR au Congo, et que cette guerre d'agression, c'était pour protéger les frontières rwandaises. Alors, cette guerre, elle a été d'abord menée sur le plan numérique, et nous avons été absents. Alors, quand on parle ici numérique, parlons communication de manière générale, parce qu'on ne va pas simplement limiter la chose à ce qui est numérique. Le numérique, c'est quoi? C'est une branche de la communication. La communication, c'est aussi la télé, c'est aussi la radio, c'est aussi le média, la presse écrite, tout ce que vous savez. Mais c'est aussi aujourd'hui beaucoup les médias sociaux. Parce que c'est plus facile aujourd'hui d'envenimer les choses en passant par les réseaux sociaux. C'est plus facile aujourd'hui de jeter le venin, ce que le ministre Mouyaya appelle avec raison le venin rwandais ou le poison rwandais. Aujourd'hui, c'est plus facile de distiller ce poison par les médias sociaux parce que déjà, très peu de choses sont filtrées. Ce n'est que très peu filtré, mais en plus de cela, on commence à gober un peu facilement ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable. La question
que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est de savoir si la guerre est numérique, alors quel est le rôle que nous jouons dans cette guerre? Si la guerre est aussi médiatique, si la guerre est aussi communicationnelle, quel est le rôle du jeune Congolais? Quel est le rôle de l'étudiant congolais? Quel est le rôle de la jeunesse congolaise de manière globale? Parce qu'effectivement, nous avons un rôle à jouer. Parce qu'effectivement, nous sommes tous aujourd'hui. Parce que vous l'avez compris, la guerre, elle est numérique, la guerre, elle est médiatique. Ça veut dire que chaque étudiant, chaque jeune Congolais, chaque parlementaire ici, chaque individu, chaque personne qui a un téléphone et chaque personne qui a accès aux réseaux sociaux est donc un soldat au front. Au même titre que les FARDC sur le front de guerre, nous sommes aussi des soldats au front. Au même titre que les Ouazalendo qui prêtent main forte au FARDC, nous sommes tous ici et tous qui vont nous regarder à la télé et tous qui vont nous entendre, tous qui vont entendre ce message, nous sommes tous des soldats de la République démocratique du Congo. Et chacun se bat là où il a le plus d'influence et là où il a le plus de chances de gagner. Avec vos 10 followers sur Twitter, avec vos 200, 300 amis sur Facebook, avec vos 400 sur TikTok, avec vos 1000 sur Instagram, sur LinkedIn, je n'en parle pas, sur tous les réseaux sociaux, vous êtes un soldat au front. Aujourd'hui, des personnes qui se sont fait passer pour de Congolais pendant de longues années, des journalistes que l'on pensait être Congolais, pendant que nous sommes au plus mauvais de la situation sécuritaire en RDC, pendant que nous sommes acculés, j'ai envie de dire, pendant qu'on est à terre, parce que 2 territoires importants, je vais dire 2 provinces importantes de notre pays ont perdu leur capitale. Je parle de Goma, je parle de Bukavu. Nous sommes dans une situation plus que chaotique, même si ce n'est pas une fatalité, je reviendrai peut-être là-dessus. Nous sommes dans une situation le plus chaotique et c'est à ce moment-là que certaines de personnes que nous avons pensé être Congolais se révèlent être Rwandais ou se révèlent être multinationalistes, je ne sais pas moi comment. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que l'infiltration est grande. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que nous sommes seuls et seuls face à tous, seuls contre tous. Il est donc plus important pour nous de prendre le destin en main. J'entends beaucoup de choses, parce que moi je suis très actif sur les réseaux, j'entends beaucoup de gens se plaindre, de dire ok, Kagame dépensait 2 millions de dollars pour son armée numérique, mais le gouvernement congolais dépense combien? Mais attendez, lui c'est l'agresseur, il a tout prévu, y compris le budget qui va avec. Nous sommes les agressés. C'est comme si vous êtes dans votre maison, que vous dormez paisiblement, un bandit de grand chemin entre avec des armes, et votre voisin vous dit oui mais lui il est armé, et pourquoi vous n'êtes pas armé? Justement parce que vous ne vous attendiez pas à une telle chose. Et donc, chers jeunes, chers étudiants honorables, mes frères et sœurs, il est important que l'on intègre ici la notion du patriotisme. N'attendez pas que le gouvernement congolais achète vos forfaits internet pour que vous vous battiez sur le front numérique. N'attendez pas que le gouvernement congolais, peut-être qu'ils vont le faire, peut-être qu'il veut bien le faire, le gouvernement, mais n'attendez pas que l'on mette 2 millions pour que vous vous battiez, pour que vous circulez dans le média, que ce soit la télévision, la radio, que vous disiez attention, le fallacieux prétexte du FDLR est faux. En RDC... Veuillez chuter, honorable Ben. Voilà, je m'y attendais un peu. Je vais évoquer l'exemple de la jeune pakistanaise, Malala Yousafzai. Beaucoup d'entre nous ne la connaissent peut-être pas. Prix Nobel de la paix 2014. Malala est née en 1997. Et à 17 ans, elle est prix Nobel de la paix. Cette jeune pakistanaise s'opposait à des terroristes. Comment elle s'opposait, ça c'est très important. Comment s'opposait-elle à des terroristes qui étaient armés? Elle s'y opposait parce qu'elle était blogueuse. Elle avait un blog. On va dire qu'elle avait un compte. Comme moi j'ai un compte Twitter, comme j'ai un compte Facebook. Et c'est sur son compte qu'elle dénonçait les terroristes pakistanais. Qu'elle dénonçait le fait que ces terroristes empêchaient aux filles, aux femmes d'aller à l'école. Malala a eu une balle dans la tête. Elle s'est fait opérer. Et parce que Dieu est très souvent et toujours juste, elle n'est pas morte de cette balle fatale dans la tête. Et à 17 ans seulement, Malala Yousafzai devient prix Nobel de la paix. Peut-être qu'il y a un prix Nobel de la paix ici dans cette salle. Peut-être, honorable, que vous êtes le prochain prix Nobel de la paix parce que vous allez vous tenir debout et mener une guerre alors sans répit
contre le Rwanda qui nous agresse depuis de longues années. Et peut-être que cette guerre que vous allez mener contre le Rwanda fera de vous le prochain prix Nobel de la paix. Si pas, ça fera de vous un héros. Certains héros, on les oublie, oui. Et c'est des martyrs. Il y a le martyr du 4 janvier, on ne connaît pas leur nom. Pourtant, nous les célébrons le 4 janvier. On ne connaît pas tous leurs noms. Pourtant, c'est des martyrs. Ça le restera toujours. Et ça fait partie de l'histoire glorieuse de ce pays. Et ça fait partie de ces personnes qui nous donnent la force. À chaque fois que nous célébrons le 4 janvier, nous célébrons nos martyrs. Et chaque jour, nous savons que cette nation repose aussi sur le sang de ces martyrs, parfois inconnus. La place du soldat inconnu existe dans ce pays pour célébrer ces personnes dont nous n'avons peut-être pas le nom, mais qui se sont battues. La place Gambela aujourd'hui célèbre la force publique congolaise qui s'est battue. Dans beaucoup de pays, Birmanie, vous savez, Ouagadougou au Rwanda, vous avez tout ce nom qui célèbre aujourd'hui des héros congolais et parfois des héros dans l'ombre. Je vais finir avec cette citation de John Fitzgerald Kennedy qui disait « Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. » Ne vous posez pas la question « Qu'est-ce que votre pays peut faire pour vous ?» mais posez-vous plutôt la question « Qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays ?» Lorsque tout ceci sera passé, lorsque nous serons peut-être tous morts, oui, que retiendra le pays de nous? Que retiendra la mémoire collective de nous? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de nous? Moi, je n'ai pas oublié mon ami Rossi Mukendi qui est mort dans la paroisse Saint-Augustin à Lemba, pendant les marches des laïcs catholiques. Lorsque nous nous battions à l'époque, moi dans le mouvement citoyen, lorsque nous nous battions contre un éventuel troisième mandat du président Joseph Kabila, parce que nous tenions et nous tenons au respect de la Constitution. Je ne vais pas aller à l'encontre de ce que disait tantôt l'honorable Rabi Koulambe. Ce n'est pas ici le lieu, mais je n'oublie jamais mon ami Rossi Mukendi Chimanga. On n'a pas oublié Hussein Gandou, on n'a pas oublié Thérèse Kapangala. Et ce n'est que de noms comme ça que je cite. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont partis. Mais est-ce que leur sacrifice a été oublié? Est-ce que nous avons tout de suite oublié qu'ils se sont sacrifiés pour cette nation? Non, nous ne les oublions pas. Nous ne les oublierons jamais. Nous n'oublierons pas non plus nos compatriotes qui sont morts par dizaines, par centaines, par milliers à Goma lors du récent carnage des terroristes du 1-23. Ces chiens de Pavlov de Kagame. Nous n'oublions pas le sacrifice de nos frères. Mon ami Idengo qui a résisté par sa chanson. Merci, honorable Ben. Merci, Monsieur le Président. Nous vous remercions pour cette riche intervention. Pour ma part, j'ai deux questions avant que les intervenants ne reviennent. Je suis de ceux qui ne pensent pas que la RDC devrait avoir la posture de l'agresser. Et moi, je l'ai dit, je veux que le Congo soit l'agresseur. C'est les tons que je voudrais que l'on puisse avoir. Vous avez dit que nous ne devrions pas attendre que le gouvernement mette le moyen pour la com et tout ce qui va avec. Et ce qui m'a dérangé, c'est quand vous dites que la RDC ne le fait pas parce que lui, il est agressé. Le Rwanda nous agresse, il a tout préparé. Ça date des 30 ans, cette histoire. Comment la République ne se prépare pas pour la com? Je pense que l'agressé devait autant se préparer que l'agresseur. Peut-être plus que l'agresseur pour contrer l'avancée de ennemis. Quand vous nous ramenez à l'approche de l'agressé pour justifier, excusez-moi, l'inaction des autorités en la matière, je pense que j'aurais bien voulu plus d'éclaircissements pour comprendre pourquoi le Rwanda va mettre 2 millions et que la RDC ne doit pas mettre parce qu'il est agressé. Et la deuxième chose, c'est parce que vous avez dit qu'on élargisse un peu le sujet à tout ce qui est communication en général. Comment vous trouvez la communication des guerres de la République démocratique du Congo et quelles recommandations vous pouvez faire, notamment au ministre de la Communication, mais aussi au CESAC, qui a notamment suspendu TikTok et X, parce qu'on avait peur que l'armée numérique du Rwanda n'opère. Et comment on se prépare pour une éventualité et comment vous jugez cette communication-là. Du reste, je veux me remettre aux parlementaires pour des éventuelles questions. Honorable Enoch, très rapidement, pour votre question. Oui, merci, honorable président, honorable membre du bureau et chers collègues. Je salue en passant l'intervention pertinente de M. Ben, mais du moins j'ai quelques préoccupations eu égard à sa pertinente intervention. D'abord par rapport au complot. Parce que je suis border avec la même intervention que l'honorable président.
la République démocratique du Congo se comporte toujours comme étant la victime des actions des autres États. Alors que nous sommes ici dans une scène internationale qui en réalité n'a pas d'amis, mais d'intérêts. Alors, quels seraient les complots congolais? Parce que le Congo a toujours été victime de complots. Pourquoi pas réinventer les complots congolais ou inventer un complot congolais? Parce que tant que nous resterons toujours en train de nous poser des questions, trouver des solutions ici et là, et pleurnicher parce que l'ennemi serait les diables et que nous qui serons de saints, nous ne trouverons pas la solution. On a longtemps été de saints et de pasteurs, il est question que nous prenions notre destin en main. Mais également, c'est par rapport à l'aspect évoqué par M. Ben, par rapport à la sécurité. Vous avez dit que le chef de l'État n'est pas l'agresseur, mais plutôt l'agressé, qu'il aurait trouvé cette agression, ça fait des lustres. Mais il faudrait également que nous réfléchissions sur cette question parce que les domaines tels que la sécurité, l'économie, la justice entrent dans ce qu'on appelle une dynamique constructive de l'État. C'est-à-dire que ce sont des domaines où on invente des politiques qui doivent être pérennisées dans les temps. Et non des politiques qui doivent s'estomper à chaque fois qu'il y a une nouvelle législature. Ne pensez-vous pas qu'au jour d'aujourd'hui, pour mettre fin à cette guerre, il ne sera pas plutôt question que nous restions en train d'avoir le président aujourd'hui qui va nous dire il faut qu'il y ait de militaires, il faut qu'il y ait ceci. Après, quand on aura un nouveau président, on fait la case du départ, on reprend tout à zéro. Et on va se justifier pour dire qu'on a trouvé cette guerre, ça fait plus de 30 ans. Monsieur le Président, avec votre permission, j'ai une question par rapport au premier intervenant qui me taraude à l'esprit. Le premier intervenant, on a passé l'ordre du jour, honorable Enoch. C'est une demande incidentielle, à moins que le président ne m'autorise. Posez votre question, on appréciera la nécessité. Merci, Monsieur le Président. C'est par rapport à l'aspect du travail, parce que le premier intervenant a évoqué une entreprise que je juge fictive, parce qu'il n'a pas évoqué les noms de l'entreprise qui a été créée par le chef de l'État pour promouvoir le travail aux jeunes. Il dit que nous sommes 80% de jeunes en République démocratique du Congo et que le gouvernement ne serait pas en mesure de donner du travail à tout le monde. L'article 37 ou 35 de la Constitution, vous me permettrez l'indigence, dit que nous avons le devoir et les droits sacrés au travail. L'alinéa 2, le pouvoir public est tenu de veiller ou de garantir les droits au travail à tout le Congolais. Ne voyez-vous pas que le fait pour le chef de l'État de dire que le pays n'est pas en mesure de donner du travail à tous les jeunes, c'est un aveu de chèque. Parce que ici nous sommes dans une logique... Merci honorable Enoch, nous avons compris la question. Président, s'il vous plaît que je chemine, s'il vous plaît Président. Allez-y, chuter dans 30 secondes. L'État que nous avons, c'est un État-providence à qui nous devons tout. La sécurité, notre nourriture, notre travail. Et si un État ne parvient pas à remplir sa mission, en droit constitutionnel, on appelle ça une disparition par déliquescence. Ne pensez-vous pas que la République démocratique du Congo est un territoire à la recherche d'un État? J'ai dit. Honorable Théophile, vous avez une minute, honorable. Ne revenez pas sur le premier intervenant. Monsieur le Président, très chers membres du bureau, distingués invités, très chers collègues. Laissez-moi commencer par quelque chose qui m'éclaire en ces moments, qui me choque. On nous parlera d'une jeune pakistanaise qui est acclamée par la communauté internationale comme prix Nobel de la paix. Parce qu'elle a reçu une balle dans la tête en publiant des vidéos pour de mercenaires armés dans son pays. Que diriez-vous de tous ces jeunes violés chaque jour par les Rwandais? Que diriez-vous de toutes les personnes qui sont massacrées aujourd'hui à Goma, à Bukavu? Ne sont-ils pas dignes d'être prix Nobel de la paix? Vous dites que dans cette salle, il y a peut-être des prix Nobel de la paix. Mais je vous dis, ce n'est pas peut-être, il y en a. Et c'est vrai. Il y a ici des prix Nobel de la paix. Vous avez évoqué des gens qui sont morts à Goma parce qu'ils ont chanté. Ne sont-ils pas dignes d'être prix Nobel de la paix? Pourquoi voulez-vous encore amener ces choses dans un contexte, permettez-moi de le dire, fallacieux? Non, retirez ces termes, honorable. Nous retirons, Monsieur le Président. Oui. Mais c'est quand même assez choquant. Qu'est-ce qui vous choque? Vous voulez qu'on... Ça vous choque parce qu'on a évoqué ça me choque un parce exemple qu'on veut nous donner l'impression que... Parce qu'on ne l'a pas ici, le dire ici. On a dit le Rwanda et ses partenaires. Le Rwanda et ses partenaires. Mais qui sont les partenaires du Rwanda? Ne sont-ils pas cette communauté internationale qui distribue les prix Nobel de la paix aux autres? Et pensez-vous que ces gens qui distribuent les prix Nobel de la paix et qui ne veulent pas que le Congo progresse, vous donneront-ils des prix Nobel de la paix? Combien de jeunes sont morts à l'Est après avoir publié des vidéos accusant le Rwanda?
d'attaquer la RDC et ont été cités, ne fût-ce qu'une fois, par cette communauté internationale qui distribue les prix Nobel de la paix. C'est frustrant. C'est frustrant. Veuillez chuter, honorable Théophile. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je me rappeler ici que Bounagan a été pris, je crois, en 2022, si ma mémoire est encore bonne. Mais depuis 2022 jusqu'à 2024, est-ce que c'est les 2 millions, 2025, j'aimerais préciser, est-ce que c'est les 2 millions du Rwanda investis dans l'armée numérique qui a empêché à RTNC de pouvoir parler comme le fait aujourd'hui la guerre? Est-ce que c'est les 2 millions du Rwanda qui a empêché à notre gouvernement de pouvoir communiquer efficacement sur la situation de l'Est de la RDC? Est-ce que c'est les 2 millions du Rwanda qui a empêché à ce que l'on puisse éveiller la conscience des jeunes Congolais sur les dangers qui guettent à l'heure? Non, c'est la lâcheté du gouvernement. Justement, on se comporte comme les agressés. Et on pense qu'être agressé est un luxe. C'est un manque de compétences. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci, honorable Théophile. Honorable Ben, vous avez la parole pour des réponses. On va revenir, on peut évoluer pour besoin de temps. Répondre, hein, mutantis, selon que j'en ai le feeling d'ailleurs, hein, à vos questions. Alors, quand on est au Parlement des étudiants et on ne veut pas se comporter comme au Parlement des étudiants, qu'est-ce qu'on est si on n'est pas amnésique? Quand on est agressé, on se comporte comme agressé. On est agressé, on l'est, c'est un fait. Comment voulez-vous que l'on se comporte comme agressé alors qu'on est réellement agressé? Comment voulez-vous que l'on se comporte d'une autre manière? On est agressé, mais est-ce qu'il faut pour autant se plaindre? Peut-être pas. Est-ce qu'on est en train de se plaindre? Non. On est en train de se battre. Et lorsqu'on fait appel au droit, parce que j'ai senti dans les langages des honorables ici, que j'étais face à beaucoup de juristes, hein, mais lorsqu'on fait appel au droit international, est-ce qu'on est en train de se plaindre? De quoi on parle? Non, je pense pas. On est agressé, c'est vrai. Et puis, peut-être que comme ça, de manière globale, je vais ramasser peut-être toutes les questions. Je n'ai pas cité l'institution président de la République depuis que je me suis tenu ici. Hein. J'ai dédouané personne. Je n'ai pas cité le président de la République, ni par son nom, ni en désignant l'institution. Je n'ai pas cité. J'ai parlé du gouvernement de manière globale, je parlais de l'État. J'éviterai d'entrer dans une polémique vaine, parce que l'idée ici, c'est peut-être d'entrer dans une sorte d'accusation, tout ça. Non, c'est pas. Je ne représente pas l'État ici. Il faut qu'on comprenne que c'est une guerre d'idées. Et la guerre des idées, elle se gagne par le nombre de personnes qui adhèrent à vos idées. Monsieur le Président, nous sommes un pays agressé, c'est un fait. Nous ne nous comportons pas comme des éternels agressés ou comme des personnes qui subissent constamment de complots. Nous les subissons, ça aussi c'est un fait. Aujourd'hui, nous faisons appel aux instruments internationaux, les droits internationaux. Nous faisons appel aux droits humanitaires. Enfin bref, tous ces éléments qui sont à notre disposition, nous essayons tant bien que mal de faire appel à ces instruments pour en bénéficier justement. Mais en même temps, nous nous sommes battus comme on a pu pour contenir l'ennemi loin de Goma. Et ça, c'est pendant de longues années. Et puis, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le monde est ce qu'il est. Des vases, je vais dire de plaques communicantes, ça chauffe à côté, ça chauffe un peu forcément chez vous aussi. Est-ce que l'Ukraine aujourd'hui se comporte comme un pays agressé et que l'Ukraine pleurniche? Je pense au fait qu'il faut parfois se rendre à l'évidence que la situation n'est pas aussi facile qu'on peut le penser derrière son canapé ou derrière son téléphone ou devant sa télévision. Comment est-ce que moi je juge au fait parce que c'est un point de votre question, comment je juge au fait la communication de guerre du gouvernement congolais? Je pense que ça a été en demi-ton par moment, mais que les derniers jours ont été plutôt révélateurs parce que c'est depuis combien de temps que le ministre Mouyaya, par exemple, tient de débriefing presse, dans lesquels de briefing on nous parle un peu de la situation de la guerre et tout ce qui va avec. Il ne faut pas toujours calquer ce que font les autres. Il faut peut-être qu'on y aille à notre propre rythme. Il faut peut-être que l'on arrive à inventer notre propre rythme. Et c'est peut-être ce qu'on est en train de faire. Quand je vois la résolution 2773 d'hier, est-ce que ce n'est pas aussi le résultat d'une communication que nous avons portée d'une manière efficace, sans forcément être agressif? Je pense que c'est peut-être le fruit. Alors, est-ce qu'on aimerait que ça se passe comme ça se passe au Rwanda? On aimerait que ça se passe comme ça se passe chez les Américains?
Est-ce que la RTNC n'a pas parlé de la guerre? Est-ce que, voilà, c'est des questions de sensibilité personnelle, je trouve. Moi, ce qui m'importe pour l'instant, c'est un peu le résultat. Et j'ai comme l'impression que, tant bien que mal, que vous le vouliez ou pas, notre politique, notre manière de faire commence à porter ce fruit. Mais je l'ai dit ce matin encore dans une longue publication, ça ne fait que commencer. Ça ne s'arrêtera pas du jour au lendemain. Monsieur le Président, une langue de chez moi, au Congo, dit moto ya kendaka po boma moto yenda yebaka que moto wana kalata zokufa mais moto bayaka po baboma ye ya yebaka te que kalata zoko mebembe. Je ne suis pas en train de dédouaner ici le fait que nous ne nous soyons pas préparés à bien d'égards contre l'agression que nous subissons depuis 30 ans, plus de 30 ans. Mais dire que nous la subissons depuis plus de 30 ans ne fait pas dédouaner le président en place. Évitons l'amalgame, ça serait beaucoup mieux. Nous la subissons depuis 30 ans, plus de 30 ans maintenant. Nous ne nous sommes pas préparés comme on aurait dû l'être, mais encore là, ce n'est pas une fatalité. On a la possibilité de nous relever de nos failles. Une autre question, vous me permettez de lire? Allez-y, rapidement, on va chuter dans quelques minutes. Qui a dit que la jeunesse congolaise était une jeunesse vendue? En tout cas, pas moi. Je suis jeune, donc je ne considère pas les jeunes congolais comme étant des jeunes vendus. Je ne les considère pas comme tels, sinon je serais vendu moi-même. Mais est-ce que nous avons des traîtres dans nos rangs? Oui. Est-ce que nous avons des moutons noirs dans nos rangs? Oui. Est-ce que nous avons des chevaux de Troie? Oui, nous en avons des chevaux de Troie dans nos rangs. Oui. Il y a des jeunes Congolais qui sont vendus. Il y en a qui sont vendus, mais pas la jeunesse congolaise. Il y a une nuance à faire, et la nuance, elle est très importante. Donc, si quelques 2-3 personnes parmi nous sont traîtres, ça ne veut pas dire que la jeunesse est traître de manière globale. C'est pas du tout ce que je pense. Et d'ailleurs, est-ce qu'on ne le voit pas assez avec le faux FDLR qu'on est en train de créer par l'ennemi qui nous agresse en face? Est-ce qu'on ne le voit pas aussi, ce faux FDLR, qui se font par moments passer pour de FDLR, qui traqueraient le Rwanda, et qui par moments se font passer pour de FRDC, qui tuent de Tutsis, entre guillemets, congolais, et après ils vont dire que voilà, il y a de FRDC qui tue de Tutsis congolais, et donc le Rwanda se donne le prétexte d'intervenir parce qu'il y a un peuple rwandophone qui serait agressé. Mais c'est la même chose, et c'est la même politique. Ce que vous, moi, ok, on va aller comme ça, moi, je joue 2 rôles ou 3 rôles. Le matin, j'ai la tenue de FRDC. Je fais une vidéo, je dis, bah écoutez, FRDC, la guerre c'est chaud ici, Tshisekedi nous a abandonnés, on est en train de quitter le front. Et demain, moi je vais agresser de familles congolaises, on me filme, on dit, ah regardez les FRDC qui tuent de Congolais parce qu'ils sont Tutsis. Et après je vais jouer l'autre rôle, je vais agresser là-bas, on dit, ah le FDLR menace de rentrer au Rwanda. C'est toute une politique, c'est toute une théorie, c'est quelque chose que nous subissons, nous savons comment ça se passe. Un vrai militaire, l'armée, j'en connais quelque chose, c'est un don de soi. L'armée, on ne rentre pas dans l'armée pour abandonner au premier coup de feu. Je considère qu'il y a d'ailleurs un mécanisme très très bien élaboré au sein de l'armée pour punir ce genre de comportement. Veuillez chuter, honorable Ben. Que de voir un militaire qui fait une vidéo, comme vous dites, Monsieur le Président, une vidéo insolite, dans laquelle vidéo il déclare que la guerre est perdue, ce ne serait pas un militaire congolais ça. En tout cas, ce ne serait pas quelqu'un qui a une âme congolaise. Pourquoi pas inventer le complot congolais? Il y a déjà un complot congolais. N'est-ce pas qu'on considère que nous hébergeons les FDLR pour attaquer le Rwanda le moment venu? C'est pas déjà un complot congolais ça? Et donc, ça dépend de où on se tient. La vérité est telle que lorsque vous n'avez pas de velléité expansionniste, la RDC c'est un grand pays, c'est un pays continent, il est plus grand que l'Europe de 15, 4-20 fois la Belgique. Est-ce que nous avons besoin d'étendre nos terres? Est-ce que nous avons besoin d'aller chercher une richesse quelque part? Qu'il s'agisse d'une richesse humaine, les ressources humaines ou les ressources minérales, est-ce que nous avons besoin d'aller les chercher quelque part? Je pense que non. Je pense que non. Et c'est pour cette raison que nous ne sommes pas dans ce velléité-là. Ne nous demandons pas de devenir ce que nous ne sommes pas à la base. Nous ne sommes pas des tueurs. Nous ne sommes pas des génocidaires. Nous sommes ici 450 tribus. Nous ne nous tuons pas. Non, mais franchement, vous n'allez pas nous demander de copier le mauvais comportement des autres. C'est mon point de vue.
Même si je considère que dans la politique étatique, nous devons avoir un moyen de faire peur. D'accord? Et ce moyen de faire peur, cette arme de dissuasion, c'est à nous de le développer. De quelle manière? Reste à nous de le définir. Alors, Monsieur le Président, honorables membres du bureau, tout le monde a entendu ici que j'ai cité plus d'une fois aussi Mukendi, que j'ai cité plus d'une fois Thérèse Kapangala, que j'ai cité plus d'une fois le martyr congolais. Et donc, j'ai beaucoup évoqué ici les personnes qui ont donné de leur vie pour la République démocratique du Congo. La polémique sur la jeune pakistanaise Malala que j'ai citée comme exemple, je n'ai aucune réponse à donner à cela. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, honorable Ben.